Kiamote Kieno, donc je m'appelle Boris Mateso, je suis historien. Mushikwimba, Mwana Tubavemba, Tekolo Msunji, Tekolo Mpanzu, Ntekololo Vitani. Ce sont même villas, puisqu'en tant que Mukongo, je dois présenter mes clans, mes lignages. Donc je suis également historien spécialiste du Royaume Congo et historien militaire dans manière globale pour l'Afrique. La bataille de Mbula est importante pour les Bas-Congo et même l'ensemble de l'Afrique centrale, puisqu'il s'agit de la plus grande bataille en Afrique centrale avant la période coloniale, c'est-à-dire avant le 19e siècle. C'est une bataille qui a un rôle non négligeable par le nombre d'acteurs du coup engagés. Les chiffres aussi, puisque dans certaines sources on parle des fois de 900 000 hommes engagés notamment. Mais il semble qu'on se rapproche plus de la centaine de milliers d'hommes, ce qui reste considérable, non seulement pour l'histoire militaire de l'Afrique centrale, mais l'histoire militaire de l'Afrique globale. Et ça fait partie même des grandes batailles qui ont jalonné l'histoire globale, donc l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas un ouvrage qui recense, par exemple, les plus grandes batailles de l'histoire qui ne parle pas de la bataille de Mbula. Alors, la bataille de Mbula, donc, que j'ai reçue dans le temps, donc le 29 octobre 1665, elle oppose le royaume du Congo en la personne de Vitakanga, entendu premier Vitakanga, donc le Ntotila, le souverain du Congo, au gouverneur de Luanda, André Vidal de Negreiros. Bon, ça c'est sur le plan politique. Mais sur le plan militaire, elle oppose Vitakanga, qui est sur le champ de bataille, à Luis Lopez de Sequeira, qui est un commandant militaire de Luanda, et à ses alliés qui sont notamment les régiments Imbangala, donc une partie des ancêtres des Yaka actuels, et deux Mfumu, donc deux seigneurs, deux maîtres, donc Alfonso Newandu, donc le Mfumu du district de Wandu, et Isabelle Nembula, la Mfumu, c'est une femme du district de Mbula, puisque Mbula c'est aussi une localité et un district. Pourquoi cette bataille? Cette bataille est la conséquence d'une longue querelle diplomatique et politique entre le royaume du Congo, Congo d'Antotila, et la colonie portugaise de Saint-Paul de Luanda. Une querelle diplomatique qui a deux enjeux. Premièrement, des territoires qu'on appelle les Ndembo, qui sont des territoires qui se situent entre Congo d'Antotila et la zone d'influence de la colonie Saint-Paul de Luanda, donc grosso modo territoire Mbundu. Et en fonction des chefs Mbundu, tantôt se rattachaient plutôt à Saint-Paul de Luanda. C'était notamment ce qui était auparavant sous la suzeraineté du royaume de Dongo et de Matamba, qui auparavant même faisait un peu partie de la zone d'influence de Congo d'Antotila, ou se rattache directement à Mbanza Congo. Donc c'était vraiment une querelle déjà territoriale. Une querelle territoriale qui avait été réglée notamment par deux traités entre le royaume du Congo et la colonie portugaise d'Angola en 1649 et en 1651. Donc querelle territoriale entre les deux, puisque les deux sont les principales puissances de la région. Donc une puissance coloniale portugaise et la puissance africaine qui est le royaume du Congo. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les ressources minières. En effet, la colonie portugaise d'Angola, donc le royaume du Portugal, a toujours tenté dans cette région de prospecter pour trouver des minerais précieux, puisque c'est l'un des leitmotifs de l'expansion portugaise outre-marine, notamment en Afrique. Rappelons-nous que les Portugais, à cette même époque, sont aussi présents dans l'actuel Mozambique, notamment à Sofala, Sofala qui était une cité-État swahili, et qui était le débouché de l'or exploité dans les mines de ce qu'on appelle le Grand Zimbabwe, donc là où gouvernait notamment le Moene Mutapa, que les Portugais ont appelé Mono Motapa. Donc la quête de l'or, de l'argent ou des autres métaux, donc le fer, mais aussi le cuivre, est une quête permanente dans la présence portugaise en Afrique centrale, notamment aux abords du Royaume Congo. Et à partir des années 1650, à la suite d'une crise monétaire mondiale sur l'argent surtout, une crise sur l'argent, le métal, il y a une volonté de trouver des métaux de substitution, et notamment le cuivre.
Or, le royaume du Congo, Congo Diantochila, est connu pour ses mines de cuivre que l'on retrouve notamment dans la province de Nsondi. Donc, on retrouve vers Luozi, qu'on retrouve Mindoli, Bokosongo, et aussi dans la province de Mbata, donc dans l'actuelle Makela d'Ozombo, donc en Angola. Donc, c'était des zones réputées pour être cuprifères, donc riches en ressources de cuivre. Le royaume du Portugal a toujours cherché à mettre la main sur ces mines de cuivre-là. Et d'ailleurs, dans les traités, les différentes versions des traités de 1649 et 1651, le royaume du Portugal a voulu faire céder ces mines-là au royaume du Congo. Ce que le père de Vita Kanga, Kanga Lukeni, donc plus connu sous le nom de Garcia II, ou Galacia II, a toujours refusé. Or, en 1661, lorsque Vita Kanga monte sur le trône du Congo, et en même temps qu'il y a un nouveau gouverneur, André Vidal de Negreiros, il y a une relance en fait de cette politique de quête des ressources minières du royaume du Congo. Et la bascule, c'est que il y a la volonté d'émettre au Portugal, à Lisbonne, une nouvelle monnaie basée sur le cuivre. Il y a une nouvelle élite qui gouverne Luanda, parce que c'est-à-dire en la personne de André Vidal de Negreiros, qui est né au Brésil et qui est une élite du coup négrière, parce que Vidal Negreiros a des plantations. Et comme vous le savez, les conflits armés en Afrique, attisés ou voire même créés par les Européens et les Portugais, nourrissent en fait les marchés à esclaves. Donc du coup, une guerre contre le royaume du Congo serait un moyen aussi de se procurer des esclaves pour nourrir les plantations, notamment portugaises au Brésil. Donc c'est ça, il y a multiples facteurs, donc gain territorial, quête des ressources minières et se procurer des esclaves. Et c'est la conjonction de ces trois facteurs qui va rendre possible du coup l'affrontement militaire direct entre Congo Diantochila et les Portugais, via notamment leurs alliés. Attention aux anachronismes. Il y a certes des réminiscences avec le passé, mais les facteurs de cohésion de division sont totalement divers. À cette époque-là, qu'est-ce qui divisait du Congo? Premièrement, il y a le christianisme, donc l'incorporation d'une nouvelle religion qui brise la cohésion spirituelle religieuse qui existait entre les Bas-Congo, entre les Bichi-Congo, et notamment entre les Bas-Congo et leurs autorités. Donc, cette unité religieuse-là, ce conflit religieux-là n'est plus actuel aujourd'hui. Par contre, c'est la division politique entre divers États, etc., et qui n'ont pas forcément intérêt ou qui n'ont pas l'objectif d'unité des Congos. C'est ce qui divise aujourd'hui actuellement les Congos, qui ne mettent pas au cœur l'agenda de l'unité des Congos. Et cet agenda-là, du temps de la bataille de Mbula, il était au cœur de la majorité des acteurs. C'est-à-dire, puisque après la bataille de Mbula, certes, le royaume du Congo sera divisé, mais chacun des acteurs aura comme, bien que divisé, aura comme ambition de refaire l'unité Congo. Chacun des différentes Totila au roi rivaux, qui soient issus de la mission des Bichin Laza, donc la mission Kin Laza, ou des Bichin Panzu, donc la mission Kim Panzu, aura à cœur de réunir tout le monde. Aujourd'hui, il n'y a pas ou peu ou pas assez une volonté de réunir tous les Congos dans une même maison commune. Donc, je dirais que les raisons sont quand même fondamentalement différentes. Oui, il y a un Kingana célèbre, Congo Tadi, Kabaswe Mbazinga. Donc, le Congo est une pierre qu'on ne peut briser. Cet adage-là affirme l'unité territoriale du Kin Tochilaka Congo, de Congo Diantochila, du royaume Congo. Le Malwango, Luango, qui était déjà indépendant politiquement, a soutenu Vita Kanga dans sa quête d'alliés contre le royaume du Portugal. Et tout ça au nom de quoi? Au nom de Congo Tadi, Kabaswe Mbazinga. Donc, au nom de l'unité de Congo Diantochila. Cette valeur-là, ces combats-là, a été donc du coup porté par le royaume Congo, par Vita Kanga, et
c'est ce qui a permis notamment de motiver les guerriers, etc. Donc je pense que c'est l'unité des Congos, l'unité de Congo d'Antotila, c'est le sens du combat de la bataille de Mbula. Alors oui, j'ai été lumière, mais non pas comme un événement exceptionnel, c'est l'illustration de nombreux affrontements militaires et coloniaux. C'est ce que le grand public soit ignore ou soit, je dirais pas qu'il ignore, mais qu'il oublie plutôt. Les conquêtes coloniales, par exemple du 19e et 20e siècle, ont été en grande partie réalisées par ce qu'on appelle les tirailleurs sénégalais ou les African Rifles pour les Britanniques, etc. C'est-à-dire des troupes africaines qui sont enrôlées par des Européens. C'est-à-dire que la majorité des guerres ont été faites avec des supplétifs africains avec un commandement européen. Et la bataille de Mbula ne fait pas exception, justement. Puisque dans la bataille de Mbula, certes, le commandant militaire Luis Lopes de Sequeira est un Portugais, enfin je précise même, c'est un métis Bundu portugais, mais qui fait allégeance à Luanda. Il est entouré, bien entendu, d'un commandement portugais blanc, mais le gros de l'armée, parce que certes, il y a des carrés de mousquetaires portugais, etc., mais le gros de l'armée, ce sont des mercenaires Imangala, donc des mercenaires Yaka, qui représentent le gros de l'armée. Donc c'est ce qu'on appelle parfois en histoire militaire des guerres luso-africaines. Donc à la fois où il y a une hybridation entre un commandement portugais et puis des troupes africaines. Donc quelle responsabilité nous avons? D'autres manques d'unité parfois pour nos combats, et le fait que nous trouvons toujours dans notre sein des personnes qui ne vont pas lutter pour notre agenda. La bataille de Mbula l'illustre ça, puisque le point de départ, le casus belli de la bataille de Mbula, certes au niveau stratégique, c'est la quête des esclaves, la quête des mines d'or, etc. Mais les acteurs qui vont permettre l'affrontement direct, ce sont des Congos, donc Isabella Mbula et Afonso Newando, qui sont des Congos, qui sont des chefs Congos, qui vont décider de s'allier avec Luanda plutôt qu'avec Banza Congo. Donc ça, c'est clair que c'est un enseignement pour nous, pour nos enjeux actuels. La bataille de Mbula est bien entendu un événement Congo, mais ça a eu des répercussions sur l'ensemble du bassin du Congo, donc l'ensemble de l'Afrique centrale. Pourquoi? Puisque Congo d'Antotila, le Kintotiaka Congo, était la principale puissance régionale africaine. Puissance économique, puissance politique, et qui avait une influence culturelle bien au-delà de son influence politique. La bataille de Mbula ne signe pas, contrairement à ce que souvent l'on pense, ne signifie pas la fin du Royaume Congo. Elle signe par contre le déclin du Royaume Congo en tant que principale puissance économique et politique. Ce qui fait que lorsque, après le Royaume du Congo, il y a ce déclin-là, et ben, c'est d'autres sociétés ou d'autres entités étatiques qui vont prendre le relais de devenir notamment la principale puissance économique et politique, mais qui ne vont jamais remplacer le Royaume du Congo comme principale puissance culturelle. Je pense notamment à la Confédération Bunda, qui va prendre son essor à ce moment-là en devenant le principal intermédiaire entre le centre de l'Afrique centrale, donc région en pleine RDC, Katanga, etc., et en même temps même nord de la Zambie, et la côte, puisque c'est eux qui vont faire l'intermédiaire, en fait, notamment pour la traite esclavagiste, mais aussi pour notamment les armes à feu qui vont chambouler l'histoire de la région, notamment du Shaba, etc., en RDC, et aussi au nord de la Zambie. Ça ne devient possible que parce que le Royaume du Congo, après, passe au second plan. Et le Royaume du Congo passe au second plan du fait de cette division interne et du fait qu'il n'est plus le partenaire obligé ou privilégié pour les Portugais pour faire du commerce, que ce soit du commerce esclavagiste, mais aussi du commerce tout court, donc d'armes à feu, etc., etc.
parce que le royaume du Congo est ensuite embourbé dans des guerres civiles. Donc c'est un événement qui a un impact sur l'ensemble de l'Afrique centrale. Et parce qu'il délimite aussi les limites de l'influence portugaise. Puisque les Portugais ont eu quand même vocation à vouloir s'insérer dans les réseaux commerciaux, notamment jusqu'au-delà du Pool Malebo, de Pumbu, du Stanley Pool, donc au-delà de Brazzaville et Kinshasa. Mais, malgré la bataille de Mbula, le fait que les Portugais n'ont jamais pu aller au-delà de Soyo, avec notamment une autre bataille célèbre, la bataille de Kitombo, 18 octobre 1970, bataille cette fois-ci victorieuse pour les Congos, puisque la bataille de Mbula, je le répète, hein, si c'est pas clair, c'est une défaite pour les Congos, puisque Vita Kanga est mort. Mais malgré cette défaite-là, les Portugais n'ont pas pu justement dominer le royaume du Congo. Ils ont juste pu couper son état-major. Et le fait que les Portugais, malgré leur victoire, n'ont pas pu dominer le royaume du Congo, ça a limité leur influence. Et la limite de l'influence portugaise, ça va donner la limite de l'Angola en tant qu'État colonial. C'est ce qui va permettre, près de 150 ans plus tard, aux Français, aux Britanniques et derrière les Britanniques, les Belges, de pouvoir dire que le royaume du Congo dans son entièreté ne correspond pas à l'influence portugaise. Donc c'est cette bataille-là, limite, qui permet de mettre les jalons de l'influence portugaise en Afrique centrale. Et donc, quelque part, sans cette bataille-là, on ne comprend pas quels vont être les facteurs du partage des territoires par la conférence de Berlin. Donc ça a un impact vraiment majeur en Afrique centrale. C'est un événement africain puisque la bataille de Congo bouscule l'ensemble de l'Afrique centrale et pas uniquement les Bas-Congo, c'est-à-dire les peuples voisins, directement voisins et parents, donc les Bateke, les Bundu, etc., mais aussi du coup les Lunda comme je l'ai dit auparavant. Et avec les Congos et les Congos, les Lunda, les Bundu, on touche une grande part, et aussi les Teke, on touche une grande part pour ce qui est du bassin du Congo, des peuples qui ont été insérés dans les réseaux commerciaux occidentaux atlantiques. Puisqu'après, pour l'autre part, c'est les réseaux commerciaux orientaux, donc plutôt de l'océan Indien, donc ce qui va donner après les commerçants arabo-swahili. Donc bien évidemment, c'est un événement africain pour cela, et aussi par son ampleur, puisque je répète, la bataille de Mbula, c'est la plus grande bataille d'Afrique centrale avant le 19e siècle par le nombre d'acteurs engagés. Alors mon prochain livre, c'est un livre d'histoire. Il s'intitule « Le royaume Congo sous Vita Kanga, les fondements de la maison royale Kinshasa, 1636-1665 ». Donc c'est un livre qui traite du royaume Congo et de Vita Kanga. Et Vita Kanga, c'est justement le Ntotila, le roi, qui va mener les troupes Congo lors de la bataille de Mbula. Sauf qu'on ne peut pas écarter la bataille de Mbula de Vita Kanga, et on ne peut pas écarter Vita Kanga notamment de la maison royale dont il est issu, donc les Kinshasa. Et du coup, dans ce livre, je retrace ce qu'est le royaume Congo, Congolien Totila, etc., mais aussi d'où vient la maison royale Kinshasa et d'où vient aussi le conflit justement qui oppose Sao Paulo de Luanda, donc Sao Paulo de Luanda, donc colonie portugaise, au royaume Congo. Et bien entendu, je reviens aussi sur la bataille de Mbula en détail, c'est-à-dire j'étudie les acteurs de la bataille de Mbula, la stratégie qui a été usitée et le déroulé de la bataille vraiment en détail. Puisque rappelons-le, et c'est quand même aussi un détail qui a son importance, le commandant des troupes portugaises, le commandant des troupes de Saint-Paul de Luanda, c'est Luis Lopes de Sequeira, et c'est un métis Mbundu. C'est un métis Mbundu portugais qui se bat pour Luanda. Et ça, c'est vraiment l'illustration que la bataille de Mbula, c'est un affrontement militaire qui correspond à ce qu'on appelle la guerre luso-africaine. C'est-à-dire l'hybridation entre des habitus militaires portugais
et les habitus militaires de la région, donc Congo et Bundu principalement, voire aussi via les Mangala, Yaka